Bonjour, chers amis. Bonsoir à tous. Tout dépend de l'endroit à partir duquel vous nous accordez votre hospitalité. Nous sommes la chaîne YouTube Mbutachimini officielle, votre chaîne de proximité, une chaîne qui vous met dans l'ambiance au parfum de tous les grands événements qui se déroulent dans le monde. Une chaîne qui est à vos côtés à tout moment, une chaîne qui vous accompagne dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, nous sommes là dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine, une journée qui reconnaît les droits de toutes les femmes africaines, qui reconnaît les droits de toutes les jeunes filles africaines. Au moins ici à Kananga, la journée n'a pas été, je dirais, honorée parce que il n'y a pas eu de manifestation reconnaissant les droits de la femme, les droits de la jeune fille. Raison pour laquelle votre chaîne de proximité, comme nous, on s'intéresse à tous les événements. Comme nous nous intéressons à tout ce qui se passe pour qu'on soit proche de vous. Nous sommes là. Nous, c'est Karel Mbutamoudoumu. Nous sommes là dans le cadre de cette journée pour vous présenter une émission vraiment circonstancielle qui va justement parler ou qui sera focalisée sur cette journée internationale de la femme africaine, en abrégé JIFA. Donc, aujourd'hui, soyez déjà connectés, soyez déjà branchés sur un Mbutachimini officiel, sur YouTube, sur Facebook, sur différents réseaux sociaux pour que vous soyez informés dans le cadre de ces magazines. Raison pour laquelle votre équipe, la grande équipe de Mbutachimini officiel, qui vous salue d'ailleurs, a fait un choix judicieux d'une invitée aussi compétente que celle-là, qui est déjà sur notre plateau, qui va parler avec nous par rapport à ce que cette journée représente à toutes les femmes, toutes les jeunes filles, par rapport aux Congolaises, femmes congolaises bien sûr, femmes kassayennes, ce que nous pouvons faire pour que demain ou le lendemain, la parité 50-50, prônée par plusieurs structures des droits de la femme, soit concrète. L'invité de marque que nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau n'est rien d'autre que Dr Marlène Ndelela, qui est la coordonnatrice de l'ONG Femmes Acacia, implantée ici à Kananga, qui est représentée presque partout dans le monde. Madame Dr Marlène Ndelela pourra nous parler de ce que les femmes ont déjà mené comme action pour qu'un jour on parle des droits de la femme, de l'égalité des sexes, ainsi de suite. Madame Dr Marlène Ndelela, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir, Monsieur Karel Mbuta. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de Mbutachimini officiel. Merci, nous vous souhaitons bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci, comme je le disais, vous êtes coordonnatrice de l'ONG Femmes Acacia, comme les mots l'indiquent. C'est une structure qui défend les droits de la femme. Les restes des détails, vous allez donner. Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre de la journée internationale de la femme africaine, une journée qui est célébrée le 31 juillet de chaque année, depuis 1974, si ma mémoire ne me trahit pas, que cette journée a été reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies. Quel sentiment avez-vous par rapport à cette journée, vous en tant que l'une des défenseuses des droits de la femme? Merci beaucoup. Les sentiments que j'ai, c'est un sentiment de plaisir, un sentiment de joie, un sentiment d'un combat qui a abouti à un succès. Ça représente la force de la femme. Cette femme qui s'est battue pour jouir de ses droits et aujourd'hui,
elle jouit, bien que la jouissance n'est pas totale, mais c'est déjà beaucoup. C'est pourquoi je suis contente de cette journée et de ceux qui ont combattu, qui ont fait à ce que la voix de la femme, surtout la femme africaine, soit écoutée, soit prise en considération. Vous dites que la jouissance n'est pas encore totale. Cela veut dire quoi? La journée de la femme africaine voudrait que la femme puisse jouir complètement de ses droits. Le droit à la liberté, à l'autodétermination, les droits à l'éducation, les droits à tout ce que vous voulez, vous connaissez en matière de droits, parce qu'il y a plusieurs traités, plusieurs textes légaux, des protocoles, notamment d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un document le plus haut en matière de droits de l'homme, mais aussi d'autres documents, la Constitution au sein de notre pays. Et c'est tous ces textes légaux au niveau mondial, au niveau international, au niveau national et même au niveau local. Ces textes légaux, notre pays a ratifié. Ce qui veut dire que notre pays accepte que la femme puisse jouir de ses droits au même titre que l'homme. Parce que tous, ils sont nés égaux en droit et en dignité. Alors, vous pensez qui fait freiner cette évolution? Est-ce la femme elle-même ou c'est l'homme qui est son partenaire? Les responsabilités sont partagées. D'abord, l'homme qui n'arrive pas à accepter, à céder cette jouissance à la femme par peur de perdre son pouvoir. Et la femme elle-même qui normalise, elle veut vivre dans ça. Pourquoi? Parce que elle est née dans ça, dans ces inégalités. Elle a grandi dans les inégalités. Elle a vu son père et sa mère vivre dans cette inégalité. Elle a vu ses frères et sœurs. Elle s'est mariée dans ces inégalités. Eh bien, elle voudrait faire la continuité. C'est tout simplement ça. Et quand vous allez vers cette femme qui a tellement enraciné ça en elle, elle trouve que vous la dérangez. Elle veut vivre comme ça. Pourtant, vous trouvez qu'elle souffre. Exactement, elle souffre. Parce qu'elle a ses rêves, elle n'arrive pas à les réaliser. Elle a des ambitions, elle n'arrive pas à les atteindre. Alors, c'est pourquoi j'ai dit la responsabilité est vraiment partagée. Entre l'homme et la femme elle-même. Mais du point de vue théorique, du point de vue légal, ça veut dire sur le plan de droit, sur le plan de la loi, il y a beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que le fait d'abord que nos systèmes, nos politiques, notre pays a ratifié, a même élaboré des textes légaux qui donnent la jouissance des droits à la femme, qui protègent la femme, c'est déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Vous pouvez évaluer ça à quel pourcentage? Évaluer un pourcentage, c'est quand même une question difficile, je m'excuse. Mais d'abord, sur le plan de la représentativité au niveau politique, nous avions commencé avec 7% du temps de Kabila et aujourd'hui avec notre président Fathi Beton, nous sommes à 30%. C'est déjà des avancées. Mais notre lutte, c'est d'atteindre 50-50 sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique et consorts. Donc voilà. La journée internationale de la femme africaine pour cette année est célébrée sous le thème pour toute femme et toute fille, droit, égalité et autonomisation. Et au niveau national, il y a aussi un thème qui dit la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous pensez d'abord par rapport aux droits. Vous pensez que les droits de la femme sont-ils respectés ici au Congo et aussi plus particulièrement ici au Kasaï central? C'est comme je venais de le dire. Sur le plan de la loi, sur le plan des droits, c'est respecté. Mais en pratique, il y a encore beaucoup à faire. La femme a encore beaucoup d'efforts à fournir. Aujourd'hui, je ne viens pas demander aux hommes d'accorder la place à la femme. Je demande à la femme de se battre. Donc, je demande à la femme, oui, c'est pas un cadeau, c'est pas un gâteau qu'on va lui offrir sur un plat. Je demande à la femme de forger une personnalité. Comme on le dit, si vous comprenez les deux thèmes, et au niveau national et au niveau provincial, on met l'autonomisation au centre de tout. Une femme autonome, ce n'est pas seulement l'autonomisation financière.
L'autonomisation commence par la tête. Voilà. Une autonomisation psychologique. Une femme autonome psychologiquement, c'est une femme qui a des rêves. C'est une femme elle s'est forger une personnalité. Elle veut devenir une personne utile à la société. Elle veut influencer les autres. Elle veut être leader. Et là, quand je parle de leader, ce n'est pas seulement occuper les postes de chef décision. ou les postes de décision. Une femme leader, c'est une femme qui a une vision et qui facilite les autres membres à suivre sa vision, à respecter sa vision si elle est personnelle, mais si elle est collective, à ce que toutes les autres personnes autour d'elle puissent suivre cette vision pour le bien-être de la société. Une femme autonome sur le plan politique, c'est cette femme qui a des ambitions politiques et qui se forge un chemin, qui arrive à avoir, à être élue. Ce n'est pas facile, vous le savez. Et les hommes et les femmes, tous, ils se battent pour avoir au moins un siège. Ce n'est pas facile, mais cette femme qui arrive à avoir un siège, qui arrive à convaincre le membre de la communauté, à lui donner des voix, c'est une femme autonome. Une femme autonome sur le plan socio-économique, c'est cette femme qui a des ambitions d'une autonomie financière. Ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par la formation professionnelle, ça passe par l'éducation, et cette éducation de qualité. L'autonomie sur le plan financier, ça engage seulement les femmes qui ne sont pas encore entrées en mariage, parce que vous savez, déjà, si une femme est prise en mariage et qu'elle veut déjà être autonome sur le plan financier, vous voyez ce que ça crée dans nos sociétés africaines et kassayennes. Parce qu'on dit, la Bible aussi dit, les deux formeront une seule chair. Et déjà, quand la femme a sa caisse, l'homme aussi la sienne, vous voyez que ça va créer des problèmes, ce qui risque de déstabiliser même la famille et générer des conséquences fâcheuses. Si ça crée des problèmes, le plus souvent, c'est l'homme qui est le chef de la famille, qui agit dans la dictature, qui voudrait soit gérer lui-même, qui fait lui-même la gestion financière, et la femme exécute, mais elle ne l'associe pas dans les décisions. Soit si c'est la femme qui est autonome, il va s'accaparer du salaire de la femme. Mais là, je parle de la femme qui est autonome, qui est mariée, une femme entrepreneur, mais qui co-gère avec son mari. Son mari, c'est sa complice. C'est son ami. Moi, j'ai du mal à voir un homme qui a sa caisse à côté, la femme qui a sa caisse à côté. Ça, c'est pas un mariage. Qu'on se le dise. Peut-être que ils font une cogestion, une coaction d'une entreprise. Mais si c'est vraiment un foyer qui se dit foyer, famille, au sens vrai du mot, et qui est un lien sacré, une institution divine, il doit y avoir une seule caisse. Ça veut dire l'homme, c'est le chef. Les plus souvent, ce sont les femmes qui pensent que... La ministre des Finances, c'est sa femme. Elle gère les finances en rapport avec les décisions prises. Pourquoi seulement les femmes qui doivent gérer les revenus d'une famille? Parce que quand je parle de la femme, je parle d'une femme vertueuse. Voilà. Je parle d'une femme, qui connaît sa valeur. Dieu a créé l'homme et la femme, mais en la femme, il y a quelque chose qui manque en l'homme. La femme. Vice versa, même chez la femme aussi, il y a quelque chose qui manque. Même en discutant, selon le contexte africain, s'il y a des problèmes dans un foyer, vous verrez qu'on va mettre tout sur le dos de la femme. Parce que la femme, c'est comme si c'est elle la fondation, c'est comme si c'est elle la base. Si ça marche, on va applaudir à la femme. Tu as fait de bonnes prières. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas? La femme, c'est la porte. La femme, c'est elle qui favorise le bien ou le mal. C'est vrai, ça, c'est notre contexte africain. Mais d'une part, c'est vrai. Donc, une femme vertueuse, c'est cette femme qui, en elle, Dieu a placé quelque chose de plus important, c'est qu'elle est porteuse d'une vie. Quand elle porte une vie, c'est qu'elle porte toute une société. Et surtout la femme africaine. Surtout la femme africaine. Elle porte une société. Elle porte la vision du monde entier. Et cette femme ne peut pas se négliger. Dieu a mis beaucoup de potentialité en la femme. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se connaissent pas. C'est pourquoi, en ce jour, moi, je viens demander à la femme de se connaître, de prendre conscience de la valeur que Dieu a placée en elle. C'est une ressource inestimable. Avoir une femme, vous pouvez arriver dans un coin, vous trouvez que les hommes, s'il n'y a pas de femme, vous allez sentir que
il y a quelque chose qui manque. Dès que la femme est là, vous verrez que les choses marchent bien. Et la femme doit connaître cette valeur que Dieu a placée en elle. Afin que... Les femmes elles-mêmes reconnaissent que là où se trouvent 2, 3, 4 femmes, les problèmes ne manquent jamais. Les femmes elles-mêmes reconnaissent ça. D'une part, je refuse de le dire. Parce que ça devient comme une chanson. Les femmes entre nous, on ne s'aime pas. Les femmes entre nous, on se jalouse. On fait ceci, cela. Non. Ça, c'est de la médiocrité. Les femmes qui connaissent leur valeur, entre elles, elles s'élèvent. Elles se valorisent. Elles s'encouragent et ensemble, elles vont atteindre les objectifs poursuivis. Voilà pourquoi moi, j'aime pas dire quand il y a des femmes. Moi, je peux avoir mon organisation, elle est à 80% composée des femmes. Voilà. Mais elle se développe. Nous allons y revenir. Elle évolue. C'est la question. Donc, je ne suis pas pour cette histoire-là. Parce que plus on en parle, plus c'est comme si nous sommes, nous sommes en train d'encourager les autres à nous jalouser. Bon, bah, merci beaucoup. Parlons maintenant de votre structure, Femme Acacia. Depuis quand est-elle créée? Quels sont ses objectifs? C'est une structure qui a existé depuis 2015. C'est vrai qu'elle existait, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup d'activités. Nous avons décidé de la redynamiser. Aujourd'hui, c'est pourquoi elle commence à faire certaines activités. L'objectif principal de l'organisation Femme Acacia, c'est de contribuer à la protection et promotion des droits humains. Et même le facteur de croissance économique pour le développement durable. Et là, quand on parle de facteurs de croissance économique, nous mettons l'accent sur la protection de l'enfant. Vous savez que selon la démographie, les enfants représentent plus de 50% ici au Congo. Voilà. Parce qu'une seule femme est capable de mettre au monde 8 enfants. Et tous ce sont des enfants, moins de 18 ans. Les adultes, ils deviennent moins nombreux. Et la demi-vie est en train de diminuer vers 50 ans, 60 ans. Et la majorité de la population est constituée de jeunes et des enfants. Alors, nous mettons l'accent sur la protection de l'enfant pour la croissance économique, pour le développement durable. Nous mettons l'accent sur la lutte contre les violences basées sur les genres. Parce que les violences basées sur les genres, ça déchire les communautés, ça déchire les familles. Parfois, nous les prenons avec beaucoup de légèreté parce que c'est théorique. Si ça vous arrive dans votre famille, si ça vous arrive sur votre épouse, sur votre fille, c'est vraiment un problème. Alors, nous travaillons vraiment dans la profondeur pour contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre. À côté de la lutte, ça veut dire que nous faisons des activités de prévention et les activités de réponse. Voilà. Dans la prévention, nous faisons ce qu'on appelle la mobilisation sociale. Toutes les couches. Nous travaillons avec les jeunes, les enfants, les élèves, les adolescentes, les enseignants, les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders coutumiers, les leaders politiques. Nous travaillons avec toutes ces personnes pour qu'ils prennent en compte cette question, c'est un fléau. Comment ensemble nous pouvons lutter? Parce que laisser cette question pour la femme, on ne va pas résoudre le problème. Aujourd'hui, nous parlons de la masculinité positive. C'est cet homme-là qui a compris l'importance de la femme, qui lutte contre tous les abus infligés contre cette femme, parce que la femme, c'est elle qui fait que la société existe. Voilà un peu l'objectif de l'organisation. Nous travaillons dans plusieurs domaines d'intervention. La protection, qui inclut la lutte contre les violences basées sur le genre, qui inclut la protection de l'enfant, qui inclut la promotion des droits au logement, à la terre et à la propriété. Là, un accent particulier est placé sur la femme. Sur la femme. Voilà. Malheureusement, chez nous, pas seulement chez nous au Congo, mais dans d'autres pays africains, comme nous parlons aujourd'hui de la femme africaine, la femme n'a pas droit à l'héritage. Pourquoi? Elle ne peut pas avoir des titres fonciers. Parce qu'elle sera prise en mariage ailleurs, elle va aussi former son foyer ailleurs. Les foyers dans lesquels il doit aussi... Elle se retrouve dans une autre famille, ça veut dire qu'elle est morte. On a mis la croix sur elle par rapport à sa famille d'origine. Non. C'est là aussi il y a des contraintes. C'est peut-être l'homme qui peut trouver que dans l'héritage, ça peut amener le malheur dans son foyer pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Il faudrait que la femme ne puisse pas hériter. Ce ne sont que des hypothèses. on dirait. Malheureusement, il y a d'autres coutumes qui donnent droit à l'héritage à la femme et ils évoluent bien. C'est que la femme, elle peut aussi gérer. Elle peut gérer toute une entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas gérer aussi l'héritage de ses parents?
Donc, elle se retrouve d'abord veuve, on la prive de l'héritage de son mari, alors que quand elle était jeune, son père est décédé, on lui a privé de l'héritage de ses parents. Elle était fille aînée, c'est le second, c'est lui qui vient après elle, qui est l'homme, c'est celui qui a droit à l'héritage. Donc, ce sont des inégalités criantes qui font que notre pays ne se développe pas. Peut-être que c'est cette fille-là qui était l'élu de cette famille, qui veut faire développer la famille. À l'homme, celui on a donné l'héritage, c'est quelqu'un qui ne s'est pas développé, peut-être il n'a pas abouti aux objectifs attendus pour très bien. Il y a famille. presque 10 ans maintenant, depuis que Femme Acacia a existé, parce que depuis 2015, vous l'avez dit ici. Quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà posées allant dans le sens de la défense des droits de la femme et surtout de la femme africaine? Je venais de parler de la mobilisation sociale qui est un grand volet dans la prévention. Prévention de quoi? Prévention de la discrimination sociale, prévention des inégalités sociales, prévention de viols, des actes de violence sexuelle, des violences physiques, des violences psychologiques, de l'inégalité à l'accès à l'éducation. Donc, en travaillant dans la mobilisation sociale, nous faisons beaucoup d'activités, notamment les ateliers. Nous facilitons les ateliers, nous organisons les ateliers. Ateliers de formation pour renforcer les capacités des autres à pouvoir mener la même lutte. Pour que nous ne pouvons pas être là, mais les autres comprennent la vision et ils continuent à travailler dans leur communauté pour un changement positif, un changement de comportement, un changement dans la société. Nous travaillons dans les plaidoyers. Plaidoyer, nous avons d'ailleurs commencé récemment un plaidoyer au niveau international, en France, en Belgique. Nous avons relayé ce plaidoyer au niveau de Kinshasa, au niveau national et ici au niveau local. Et dans les plaidoyers, nous parlons pour la reconnaissance de la femme congolaise, mais autour de tous ces défis auxquels elle est confrontée. La femme congolaise, mais particulièrement la femme kassaïenne, qui est victime de discrimination, victime de coutumes rétrogrades et avilissantes qui ne pèsent que sur elle et non sur l'homme. Et cette femme qui n'arrive pas à se développer, elle a des ambitions, elle veut étudier, elle veut devenir telle, elle a son choix pour un époux, mais elle se voit imposer, elle ne doit qu'accepter parce que ce sont les coutumes qui les disent. Voilà un peu les conditions dans lesquelles nous travaillons toujours dans la mobilisation sociale. À part les plaidoyers, nous faisons les activités des dialogues communautaires avec les leaders religieux, les leaders coutumiers. Et dans ces cadres-là, vous avez déjà multiplié certaines activités, vous avez déjà produit certaines activités dans les cadres de contact avec les leaders communautaires? Oui, plusieurs activités. Un plaidoyer s'est fait à Luandanda, au village Luandanda. Je pense que c'était en commémoration du mois du droit de la femme, où nous avons travaillé avec les leaders coutumiers, les leaders communautaires et les autres membres de la communauté, y compris les femmes, les hommes, les garçons, les filles, ainsi que les enfants. À côté des plaidoyers, avec le jeune, surtout les jeunes filles adolescentes, nous faisons les activités de causerie éducative. Parce que, en réalité, ce problème de violence basée sur le genre, pour l'éradiquer, c'est mieux qu'on puisse travailler dans le développement personnel de la jeune fille. Parce que la jeune fille, si elle ne se connaît pas, c'est comme ça que toutes les filles, elles sont mariées précocement. Alors que les filles sont majoritaires par rapport aux hommes. Et vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, quand on a publié l'enquête démographique et de la santé de 2023-2024, je pense, c'est la troisième enquête parce que la deuxième, c'était de 2013-2014. Dans les deux rapports de ces deux enquêtes, vous allez voir que le Kasaï central est parmi les 5 provinces qui ont un pourcentage très élevé de mariages précoces pour les 26 provinces. Mais c'est un problème réel. Les mariages précoces, ce sont des jeunes filles, 14, 15 ans, elle est mariée. Elle est mariée dans quel contexte? De la grossesse non désirée, dans le contexte des viols, la pauvreté aussi. De la pauvreté. Et tout ça, c'est pourquoi nous voulons travailler quand même avec les jeunes filles. Vous rencontrez des filles, elles ont des ambitions, elles ont des rêves, mais elles ont beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles autour d'elles, et au niveau individuel, au niveau familial, au niveau communautaire et au niveau sociétal. Donc, nous travaillons avec les jeunes filles dans un programme que nous appelons au sein de notre structure parrainage mentorat. C'est un programme où nous travaillons dans une cohorte. Donc, on commence avec une cohorte de 10 filles, par exemple, étalée sur toute une année, du janvier au décembre, avec des séances individuelles, avec des séances collectives. Parfois, nous descendons même dans des familles de ces jeunes filles-là.
pour voir comment est-ce qu'elle a un dialogue avec ses parents. Est-ce que ses parents ont des plaintes sur elle? Parce qu'elle s'est dit, docteur Marlène, j'aimerais devenir comme toi. Comment je peux faire? Tu m'inspires. Alors, j'aimerais que cette fille-là, comme moi je l'ai inspirée, elle aussi qu'elle inspire les autres. Les autres, voilà. Donc, nous travaillons avec les filles là pour qu'elles deviennent actrices de changement, qu'elles inspirent les autres, qu'elles rêvent grand, qu'elles puissent avoir de plans, un projet de société, qu'elles aboutissent qu'elles atteignent leur objectif et enfin elles deviennent utiles à la société. Très bien. Mais dans la réponse, quand nous avons des personnes qui sont victimes de toutes sortes d'abus, exploitation sexuelle, abus sexuels, violences basées sur les gens, nous offrons un service d'accompagnement psychosocial. Voilà ce que nous faisons. Très bien. Merci beaucoup, docteur Marlène. Nous avons lu, je ne sais pas si vous êtes informé de ces cas-là, une dame qui a été presque torturée par les agents de l'ordre. Est-ce que vous êtes informé de la situation? Je suis tombée sur cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'étais choquée, j'étais estomaquée, scandalisée, j'ai dit. C'est ici à Kananga. Au XXIe siècle, sur la ville de Kananga. Dites-moi au moins que c'est dans un territoire, dans un village le plus lointain, où il n'y a même pas d'accessibilité pour aller donner de l'information. On peut comprendre que c'est parce qu'il y a manque d'information. Mais ici, et puis les personnes auteurs, ce sont les personnes les agents de l'ordre. Les agents de l'ordre, s'il vous plaît. J'étais très choquée de voir comment on traînait une fille en la tirant dans ses habits, la traîner, l'humilier en public. J'étais vraiment choquée. Je me dis que c'est comme s'ils piétinent tout ce que nous faisons en matière de la lutte contre les violences. Docteur Madame, vous pensez que c'est seulement un homme qui pouvait être traité de la sorte, comme c'est une femme? Là, c'est presque toutes les structures de défense. Selon les informations à ma possession, c'est qu'il y a 2 personnes victimes, hommes et femmes. Mais dans la vidéo, on montre la femme qu'on est en train de tirer, mais à côté, on me dit qu'il y a aussi un homme. Malheureusement, je fournis d'efforts pour atteindre la victime. Je ne l'ai pas eu. Apparemment, pendant ces désordres, elle a perdu son téléphone. Et j'étais en contact juste avec un homme. Je lui ai apporté mon soutien au téléphone, mais je lui ai demandé si on pouvait faciliter les contacts, se voir et traiter un peu leur dossier, voir de près qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais nous avons eu à tenir, à saisir un magistrat pour qu'il puisse suivre ces dossiers. Quand nous demandons que la justice soit faite, il faudrait réellement que la justice soit faite. Il faudrait que nous puissions respecter les tests légaux auxquels le pays a ratifié, les tests légaux auxquels nous-mêmes nous avons élaborés. C'est ça qui montre la responsabilité, qui montre le respect des droits humains, qui montre aussi qu'un pays se veut développer et prospère. Très bien. Docteur Marlène, je crois que nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin, et d'ailleurs nous sommes même déjà à la fin. Quel message pouvez-vous lancer aux jeunes filles centracassaïennes, aux femmes centracassaïennes, mais aussi aux hommes centracassaïens par rapport à cette journée internationale de la femme africaine? Le grand message que je lance d'abord aux femmes, comme c'est la journée internationale de la femme africaine, la femme d'être autonome. L'autonomie commence par la tête. Parce que si une femme, elle est autonome, nous sommes en train de travailler pour que cette femme-là quitte le sol, se dresse et se tienne debout. Parce qu'une femme debout, elle tient le monde. Et ce monde avance. Voilà le grand message que je lance à la femme. Aux hommes, aujourd'hui nous parlons de la masculinité positive. C'est cet homme-là qui a compris l'importance de la femme. Qui a compris que sans la femme, rien ne marche. Tout comme vice-versa. Sans l'homme, rien ne marche. Alors, c'est de son intérêt, c'est de l'intérêt de l'homme à pouvoir travailler dans cette lutte. La lutte n'appartient pas seulement à la femme, mais à l'homme aussi. Donc, c'est une responsabilité que je donne et je lance aux hommes. Je ne sais pas à qui d'autre. Voilà, nous avons parlé de la femme, de la jeune fille, et aussi de l'homme qui est son partenaire privilégié. Et je crois que le message est bien arrivé. Et chers téléspectateurs de Mbutachi Midi officiel, je crois que c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines qui parlaient de la journée internationale de la femme africaine, JIFA, comme en abrégé, comme les gens aiment bien les sites. Et dans ces cadres, nous avons reçu sur notre plateau la coordonnatrice
de l'ONG Femmes Acacia, Madame Dr Marlène Ndelela, que vous aviez l'honneur d'entendre, de voir. Elle a lancé un message si important pour que les femmes se reconnaissent, que les hommes aussi accompagnent les femmes. Vous avez compris, dans le cadre de sa structure, les actions qui sont déjà menées et aussi les objectifs qui se sont assignés. Donc, soyez toujours connectés branchés sur votre chaîne, parce que c'est une chaîne de proximité, comme vous le savez. C'est une chaîne qui vous accompagne à tout moment. Et Docteur Marlène, nous ne pouvons que vous dire merci d'avoir disponibilisé votre temps pour répondre à nos questions et aussi aux questions des téléspectateurs de Mutati Mini officiel. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.